On a des nouvelles d'Éric Zemmour. Il a eu une discussion, débat avec une certaine Laetitia Strauch-Bonnard qui a écrit un livre sur ce que ça veut dire d'être de droite. Donc c'est intéressant, il y avait des moments qui étaient pas mal dans cette discussion. Mais pour quelqu'un de la droite économique comme moi, c'était hyper frustrant parce que je ne me reconnais pas dans ces versions de la droite. Donc on va sélectionner certains points et on va discuter ensemble de ce que ça veut dire d'être de droite aujourd'hui. Alors on commence par l'introduction où Laetitia Strauch-Bonnard, elle a écrit un livre, elle a fait sa définition de la gauche et de la droite, et donc je vous propose qu'on regarde ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors pour moi, c'est le mot que j'ai choisi comme titre de mon livre qui distingue la gauche de la droite. La gratitude. Alors, bien sûr, c'est une simplification, hein. Je ne prétends pas que tous les gens de gauche sont ingrats, ni que tous les gens de droite sont pleins de gratitude. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'intention politique qu'il peut y avoir derrière ce terme. Et il me semble que le terme de gratitude, qui est d'ailleurs assez inattendu à droite, résume assez bien ce que nous sommes. Quand je dis nous, ce sont les gens de droite, c'est-à-dire tous les gens de droite, hein, je n'exclus personne. La gratitude, c'est d'abord l'idée qu'on a des devoirs avant d'avoir des droits. C'est l'idée que l'effort est quelque chose d'important dans la vie et passe avant la gratification immédiate, et que c'est important pour soi-même mais aussi pour les autres. C'est l'idée aussi qu'on doit des choses au passé, à ceux qui nous ont précédés. On doit des choses aux institutions qui nous entourent. Alors après, moi je comprends que quand vous êtes de la droite des valeurs, vous vous dites il y a une gratitude à avoir vis-à-vis du passé, etc. Pourquoi pas? Pour moi, c'est une démarche individuelle. Si vous considérez que vous avez des choses à prélever dans votre passé et que vous faites l'effort, par exemple, de lire de grands auteurs, si vous faites l'effort de regarder de beaux tableaux, si vous faites l'effort d'écouter de la belle musique, la première des gratitudes que vous devriez avoir, c'est vis-à-vis de vous-même qui avez préféré écouter un peu de Debussy plutôt qu'un peu de Aya Nakamura, qui avait décidé que Monet c'est plus intéressant qu'un tag, que consacrer un petit peu de votre temps pour lire du Maupassant, du Balzac. Les Illusions perdues de Balzac, c'est un super roman, hein. C'est très intéressant, mais ça vous demandera un effort, et si vous faites cet effort de vous approprier cette culture, si vous voulez, vous pouvez être dans la déférence en disant merci d'avoir fait tout ça, mais vous pouvez également vous féliciter vous-même d'avoir privilégié l'effort. Donc moi j'achète pas cette idée de gratitude vis-à-vis du passé, mais je l'achète quand même un petit peu plus que la gratitude vis-à-vis des institutions qui nous entourent, parce que là on va taper sur un gros point de différence que j'ai avec ces participants-là. Pour moi, la seule distinction valide entre la droite et la gauche, c'est est-ce que vous êtes pour des individus plus forts ou est-ce que vous êtes pour un État plus fort? Si vous êtes pour un État plus fort, vous pouvez vous raconter ce que vous voulez, vous êtes une variante du gauchisme, de mon point de vue, hein. Alors que si vous considérez que ce qui est bon pour tout le monde, c'est que les individus soient plus forts, qu'il n'y ait pas un État-maman qui les cajole, qui leur dise je vais te protéger de ci, je vais te protéger de ça, mais un État qui est juste là pour lui dire écoute, si tu travailles dur et que tu accumules de la richesse, je vais t'en prendre une toute petite partie. Pourquoi? Pour garantir ta sécurité, pour garantir ton droit à la propriété, pour garantir ton droit à l'intégrité du territoire. Tout le reste, je considère que c'est du vol. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent de droite qui veulent en définitive remplacer un étatisme de gauche par un étatisme de droite. Cette notion de gratitude vis-à-vis du passé mouais et gratitude vis-à-vis des institutions, c'est les institutions qui devraient avoir de la gratitude vis-à-vis des Français qui se font ponctionner pour faire tourner la machine et payer leur salaire géant de ponctionnaires. On arrive dans un monde qui existe avant nous. Et ce monde, quand même, en Occident, est un monde relativement ordonné, prospère, libre, raffiné. Et au lieu de voir d'abord tout ce qui ne va pas, on devrait avoir de la gratitude envers... Ouais, je pense que je suis beaucoup plus révolutionnaire que ces gens-là, mais peut-être qu'on vient pas du même milieu, hein. Je suis désolé, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'entendre une bourgeoise parisienne qui a vécu dans un milieu avec toujours beaucoup d'argent, qui a bénéficié des largesses du système ici ou là, qui regarde le monde depuis la fenêtre de son appartement parisien et qui se dit ouais, quand même, c'est pas mal la France, quand même, on est bien en France. Ouais, j'achète pas. Tout ce qui va bien. Et il me semble qu'au contraire,
la gauche, très malheureusement, utilise le ressentiment qui peut être dans le cœur de chacun et en fait un ensemble d'idées politiques qui va alimenter d'autant plus ce ressentiment personnel qui devient un ressentiment collectif. Et ça se traduit très concrètement dans un certain nombre de politiques publiques. Souvent, par exemple, quand on voit la politique économique de la gauche et sa détestation des riches, je n'ai pas l'impression que, ce faisant, la gauche cherche à réduire la pauvreté. J'ai surtout l'impression qu'elle cherche d'abord à nuire aux riches, quel que soit l'impact réel, en fait, d'une politique fiscale confiscatoire. Je suis d'accord. Sur la pauvreté, ça n'est qu'un exemple. L'opposé de la gratitude, pour moi, c'est le ressentiment. C'est-à-dire le fait qu'on va ruminer tous les torts qu'on nous a faits, et notamment les torts collectifs, et qu'au lieu, disons, d'oublier ou d'aller de l'avant, comme à mon avis la droite le propose, eh bien on rumine tous les torts qu'on a subis et on s'enferme en fait dans cette négativité, dans la réclamation, dans la lamentation. Ouais, alors je suis d'accord jusqu'à un certain point parce que j'ai quand même l'impression que la droite, en tout cas une certaine droite, ce que j'appelle la droite de gauche, la droite, le RN, ce genre de choses, ce qu'ils essaient c'est simplement de remplacer un ressentiment par un autre ressentiment. La gauche qui a un ressentiment à l'égard des riches, à l'égard de l'Occident en général, parce que la gauche est profondément anti-française et anti-Occident, mais ce que des partis comme le RN et beaucoup de gens de la droite, disons, identitaire font, c'est qu'ils essaient de remplacer ce ressentiment par un ressentiment à l'égard des étrangers, et pour moi c'est pas un projet politique. Évidemment qu'on a le droit d'avoir du ressentiment à l'égard des étrangers. Moi j'ai grandi à Mantes-la-Jolie, j'ai parfois été le seul blanc de mes classes, j'ai dû me battre plusieurs fois parce que j'étais blanc, donc j'ai beaucoup de ressentiment à l'égard des racailles de banlieue, mais c'est pas un projet politique. La racine du mal, elle est fiscale. La racine du mal, c'est qu'on a un système qui importe des parasites et qui change des gens qui pourraient être des gens bien en parasites. Donc encore une fois, pour moi, la vraie distinction entre droite et gauche, c'est est-ce que t'es pour poursuivre avec un état maman, si cet état maman te dit bah maintenant je vais te protéger de l'étranger, on va mettre des bonnes frontières, ou alors est-ce que tu considères plutôt qu'il est temps que l'État la ferme un petit peu, qu'on ait plus d'argent dans nos poches, qu'on puisse être plus entreprenant et qu'on puisse devenir des citoyens plus forts et plus riches. Alors deuxième séquence, donc ça c'était sa distinction, donc être de gauche c'est être dans le ressentiment et être de droite c'est être dans la gratitude, bah c'est joli. Je te mets 16 sur 20 pour ta dissertation de philo au bac, mais voilà, c'est pas très concret tout ça. On écoute maintenant Zemmour, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Moi, mon basculement avec la gauche est très simple. Nous sommes en 1989, il y a les 4 filles voilées de Creil. Lionel Jospin est ministre de l'Éducation nationale. Il se cache derrière le Conseil d'État pour ne pas traiter cela, pour ne pas interdire le voile à l'école et en général dans la société. Et là, je dis, moi, je ne peux plus. Moi, je n'ai pas envie de vivre dans une ville et dans un pays où les filles sont voilées. Donc là, je m'arrête et je ne suis plus de gauche. Et là commence, comme vous l'avez raconté, mon chemin de croix. Je commence à ne plus être de gauche, donc je suis ostracisé, etc. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, la gauche, c'est à la fois ce clivage-là et en même temps un peuple de gauche. C'est très important. La gauche invente le peuple qui va avec la gauche. Le tiers-état, c'est au moment de la Révolution. Les bourgeois et les paysans sont ensemble. Puis arrive l'industrialisation, et là, on jette les bourgeois à droite, et il ne reste plus que la classe ouvrière. C'est le peuple de gauche. Et aujourd'hui, et vraiment, je crois que c'est clair et net dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon qui le théorise le mieux, le peuple de gauche, c'est le peuple islamo-gauchiste. Ouais, si tu veux, mais pour moi quand même, le peuple de gauche, c'est l'alliance du parasite et du fonctionnaire. Je suis désolé, les fonctionnaires qui regardent vont avoir ras-le-bol. J'ai pas de problème avec les médecins, j'ai pas de problème avec les infirmières, avec les policiers, avec les militaires. Pour un prof qui bosse, pour un médecin qui bosse, pour un policier qui bosse, bah vous avez une super structure administrative qui nous fait énormément les poches. Et pour moi, le peuple de gauche, c'est ça. C'est
c'est une alliance entre des ponctionnaires et des racailles. C'est ça le peuple de gauche, c'est ensemble on va aller faire les poches des riches, ensemble on va maintenir le statu quo, et c'est pour ça que ça me fait toujours marrer quand vous avez des gauchistes révolutionnaires. Les gauchistes ils sont toujours révolutionnaires mais pas contre le système qui permet de leur payer leur salaire ou leur subvention en faisant les poches des Français. Donc ça me fait marrer moi la gauche révolutionnaire, c'est une vaste blague, et la différence que je vois entre le peuple de gauche et le peuple de droite, c'est encore une fois une distinction économique. Le peuple de droite, c'est les créateurs de valeur, c'est les entrepreneurs, c'est les travailleurs du privé, et c'est certains fonctionnaires qui le savent pas encore, mais qui au bout d'un moment vont se dire mais en fait il faut que je sorte de cette machine immonde. Et je crois qu'il y a beaucoup de médecins qui commencent à le réaliser. Par exemple, il y a beaucoup de médecins qui se disent mais au fait c'est quoi cette haute autorité de la santé là qui peut décider d'un coup de me réquisitionner, voilà, tu veux pas travailler, bah bim on va te réquisitionner, ce genre de choses. Ouais, je pense que les médecins vont commencer à comprendre l'intérêt de la droite, les flics aussi pour d'autres raisons, et puis les profs, il y a peut-être quelques profs d'histoire de droite, mais je pense que les profs comprendraient que si les parents payaient pour une partie de l'éducation de leurs enfants, les enfants seraient peut-être moins mal élevés, et puis les parents seraient peut-être un peu plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants. C'est que du sociétal. Toutes ces catégories sont des catégories de valeurs, sont des catégories sociétales, c'est pas des catégories économiques, et donc moi j'aime beaucoup Zemmour quand il parle, c'est très intéressant ce qu'il explique, la manière dont la gauche s'est réinventée en modifiant au fur et à mesure le peuple auquel elle s'adresse dans le but de garder le pouvoir, mais voilà, ça reste quand même la droite des valeurs, donc c'est quand même assez loin de ce qui est pour moi la racine du mal en France. Etc. Et ça donne le peuple de gauche. Et tous ceux qui ne sont pas dans ce peuple de gauche vont être relégués à droite. Donc moi, je tiens à rassembler tous ces gens-là qui veulent, en gros, défendre la France qui reste la France, quand Jean-Luc Mélenchon défend ce qu'il appelle la Nouvelle France. Et la Nouvelle France, c'est une France islamisée. Après, on va changer de séquence parce qu'il y a d'autres choses intéressantes à vous montrer. Vous pourrez regarder de toute façon le débat dans son ensemble. Mais si tu veux arrêter le grand remplacement, t'appuies sur un bouton, bim, allocation familiale, c'est terminé. Bim, RSA, c'est terminé. Bim, santé gratuite, c'est terminé. Et je peux te dire que là, la remigration, tu vas l'avoir sans violence, aucun problème. Là, tu vas très rapidement inverser les flux migratoires. C'est-à-dire que les gens qui aiment la France vont revenir et les gens qui n'aimaient pas la France vont partir. On va écouter un petit peu ce que nous dit Laetitia. Est-ce que je vais être d'accord maintenant à ce qu'elle va nous dire sur la droite et la gauche ? Et c'est certainement notre plus grand désaccord, c'est que je ne décrirai pas la situation actuelle comme l'opposition entre la vraie France et la Nouvelle France, mais pour l'expliquer, je vais quand même faire un détour par l'opposition entre réactionnaires et libéraux conservateurs, parce que je comprends que vous trouvez ça peut-être un peu futile de non, c'est pas futile. Rappel historique. C'est pas futile du tout. J'adore les rappels historiques. Mais je vous dis, on peut parler des heures d'histoire. Pour moi, ce n'est pas que de la parole. C'est-à-dire que on rappelle des faits et des pensées qui nous préexistent et qui nous aident à penser le présent. Pour moi, la droite, ça n'est pas ceux qui veulent s'arrêter de marcher. C'est plutôt ceux qui acceptent d'avancer dans certains domaines, mais pas dans tous, et à la vitesse qu'ils ont choisi d'adopter. En fait, ça n'est pas la gauche qui choisit de changer. La gauche, elle veut toujours aller plus vite, elle veut aller trop vite, elle veut changer même en dépit de ce que veulent les gens. Mais le monde change, et le monde change avec son propre rythme, parce que l'économie change, la technologie aussi fait changer le monde. Et quand le monde change, il faut y répondre. Et pour moi, la réponse de la droite, la réponse conservatrice, libérale conservatrice, c'est de trouver la façon de conserver ce qui a de la valeur malgré le changement, dans le changement, en trouvant le bon rythme du changement. Si je vous comprends bien, votre devise, c'est encore une minute, monsieur le bourreau. Moi, je veux pas passer à la guillotine. Vous voulez gagner du temps. Une des devises. Je veux pas passer à la guillotine. Vous voulez gagner du temps. Une des devises. C'est un choix. Vous avez raison. Mais bon. Roger Scruton, qui est mon maître à penser, un grand philosophe anglais conservateur qui est mort il y a quelques années, citait souvent la devise d'un des premiers ministres conservateurs, Lord Salisbury, qui était "Delay is life". Delay is life, c'est retarder, c'est encore vivre. Donc oui. Je vous dis encore une minute, monsieur le bourreau. Mais en même c'est temps, votre devise. Laetitia, c'est aussi la devise de la vie. Il n'y a pas des choses
la vie qui est ainsi. Ils ont une conception de l'économie qui est quand même quelque chose d'assez abstrait, alors que pour moi l'économie c'est quelque chose qu'on construit parce qu'on a envie de créer de la valeur, on a envie de créer des produits, on a envie d'avoir une entreprise qui grandit, on a envie d'avoir des investissements qui fructifient, et ce délire sur oui, dans le progrès technologique il y a ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, etc. C'est super, mais ce genre de discours ça pue le colloque, ça pue le livre blanc et ça pue les nouvelles réglementations. Donc je comprends pas du tout en fait en quoi Laetitia Strauch-Bodard est de droite. Zemmour, je comprends qu'on peut le rapprocher d'une sorte de droite identitaire, mais j'ai pas l'impression qu'il soit passionné par les sujets économiques et fiscaux. Il l'a dit, son grand combat c'est le grand remplacement, je lui ai donné la solution, mais je ne suis pas sûr qu'il s'en saisisse. On en vient à des éléments dans la conclusion que j'avais aussi trouvé intéressant. Strauch-Bodard, moi en lisant votre livre, je me demande s'il y a, et en vous écoutant tous les deux, je me demande s'il y a quand même pas un point de désaccord que vous n'avez pas encore soulevé entre vous deux. C'est-à-dire que quand j'entends Éric Zemmour, la principale lutte pour lui est sur le plan identitaire, existentiel, culturel. Vous vous définissez comme une libérale conservatrice et j'ai l'impression que l'économie reste malgré tout votre... Non mon pote, c'est pour ça qu'au bout d'un moment il faudrait quand même inviter des gens qui sont un petit peu plus libéraux, vraiment libéraux, voire libertariens sur vos plateaux, parce que elle, son délire c'est pas du tout l'économie, hein. Elle, son délire c'est la philo, elle, son délire c'est les valeurs, elle a dit son éthique, hein. Son éthique c'est ouais tu avances un petit peu mais au rythme auquel t'as envie d'aller, un jour je sais pas, etc. Enfin elle a donné son éthique et je trouve que l'économie est secondaire dans ce qu'elle raconte. Premier combat qui a un primat peut-être de l'économie. Je suis pas d'accord avec vous. Je lui pose la question. Mais non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est pas le primat de l'économie. Elle au contraire, elle a une approche philosophique, intellectuelle, très intéressante. Je suis pas d'accord avec vous, sérieusement. Évidemment, l'économie. On va la laisser Je vous remercie. Allez-y. 2 minutes. Mais l'économie. En fait, ils sont d'accord sur le fait que l'économie c'est secondaire. Il faut quand même réaliser qu'un bon système économique et un bon système fiscal, ça te fait des gens bien. Quand t'as un système fiscal où on te dit bah voilà, on va te prendre au maximum 10% et après on arrête de t'embêter, bah ça fait des gens qui sont civiques parce qu'ils se disent bah voilà, je vais gagner beaucoup et on me volera jamais trop, donc j'ai intérêt à être là, j'ai intérêt à me battre pour ça, j'ai intérêt à grandir, j'ai intérêt à prospérer. Et puis une personne qui est libre comme ça, une personne qui est pas tenue comme ça par les raisins, par l'État, bah elle peut se dire bah tiens, bah je vais multiplier, je vais faire un enfant, puis 2 enfants, puis je vais continuer à avancer dans la vie, je vais faire un 3e enfant, un 4e enfant, parce que j'en ai les moyens. Voilà, j'en ai les moyens. Et une fois qu'on est sorti de cette espèce de subsistance fragile, fébrile, servile dans laquelle nous maintient un état maman, on devient un homme responsable, et un homme responsable, bah, ça a envie d'être responsable de petits d'hommes, et c'est comme ça qu'on fait une société qui marche. Sans parler du fait que vu qu'on a une population avec plus d'entrepreneurs, avec plus de gens qui innovent, bah, c'est une société avec plus d'intelligence, avec plus de dynamisme, avec plus d'optimisme. Donc mettre l'économie après les valeurs, je trouve que c'est stupide, et d'autant plus stupide que c'est ce qu'on a fait en France depuis peut-être la Révolution française. Même s'il y a eu des petits moments libéraux dans l'histoire de France, on a toujours été des espèces de gros idéalistes, et remplacer un idéalisme de gauche par un idéalisme de droite, bah c'est, moi ça me motive pas. Mais parce que l'économie est englobée là-dedans. Mais comme moi aussi. Mais justement, alors comment pour... Évidemment, l'économie est englobée dans ce projet de société. Pour répondre à votre professeur Jean-Claude Michéa qui vous dirait on peut pas être libéral et conservateur, comment vous conjuguez la prochaine fois on se passera de vécu. Très bien. L'économie, ça fait partie intégrante de la question politique. Mais l'économie, ça fait partie intégrante de la question politique. Ces gens n'ont jamais travaillé de leur vie ou quoi. Enfin, quand t'as une entreprise, c'est très concret. C'est très concret l'économie. Combien il te reste pour ton salaire, combien il te reste pour embaucher, combien il te reste pour investir. C'est pas des délires de oui, ma démarche entrepreneuriale, c'est du biopolitique ou j'en sais rien. Faut redescendre un petit peu les cocos là. Et culturelle et sociale, parce que l'économie correspond à des valeurs. Mais bien sûr. Et moi, c'est vrai que je suis assez peinée. Non, l'économie façonne les valeurs. Ennuyée d'ailleurs de... Et une économie gauchiste comme celle qu'on a en France, bah ça façonne des gauchistes. Qu'on réduit les débats économiques à des débats comptables, alors qu'au fond, derrière, il y a des...
Comptable, ouais. C'est important la comptabilité, hein, mais toi tu le sais pas. Tu le sais pas parce que t'as pas d'entreprise, parce que tu tapes pas l'enfer fiscal et l'enfer administratif, ce que c'est de faire la compta. Bah, je peux te dire que la comptabilité c'est assez central. Choix de société. Mais bien sûr. Donc si vous avez eu cette impression, c'est dommage parce que mon ambition est plus générale, mais c'est vrai que la question de On avait compris que c'était général ton ambition. Hein. l'identité, la question identitaire est moins présente. Elle est présente à d'autres titres et c'est vrai que je ne fais pas, disons, plutôt que la question de la nation et de l'appartenance nationale ne fait pas partie de mes thèmes, disons, obsessionnels. Enfin, j'ai d'autres obsessions. Mon autre obsession, c'est la famille, la démographie, la stabilité familiale. Voilà. La famille, la démographie, la stabilité familiale, bah, si tu comprends pas qu'il y a une grosse question fiscale derrière ça, et bah, je peux rien pour toi. Et d'ailleurs, je vous avais dit que partout où l'État intervient, il détruit. On avait vu ça avec le marché de l'immobilier, on avait vu ça avec la retraite. L'État qui intervient dans la retraite, ça le détruit. L'État qui intervient dans la santé, ça finit par la détruire. Et dans la famille aussi, parce que on pensait que faire une politique nataliste, ça consistait à filer un maximum de subventions et d'allocs. Mais pas du tout. Quand vous filez des subventions et des allocs, qui les paye? Ceux qui les payent, ce sont les éléments les plus vigoureux de la société. Ce sont les éléments les plus travailleurs de la société qui doivent payer tout ça. Et donc vous vous retrouvez avec une société où les membres qui auraient le plus intérêt à se reproduire ne se reproduisent pas. Et ceux qui se reproduisent, ce sont les assistés. Donc encore une fois, la fiscalité est à la racine de tout les mots. Donc voilà les amis, ce que j'avais à dire sur cette discussion. Bah, la grande absente pour moi, c'est la vraie droite, à savoir la droite économique. Si vous partagez ce constat qui est malheureusement ultra minoritaire, bah, je vous invite à me soutenir, aimez cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et puis je vous invite aussi, bien sûr, vous aussi à commencer à dire les termes. Non seulement ça vous fera du bien et ça devient rapidement hyper rentable, surtout si vous suivez les conseils que je vais vous donner, parce que dans quelques jours, je vais vous envoyer une série d'articles pour vous expliquer comment vous allez décrocher vos premiers 1 000 € par mois avec votre contenu. C'est le deuxième lien sous cette vidéo, alors profitez-en.